Philosophie stand fest seit meinem 14. Lebensjahr. Warum? Ja, ich hatte Kant gelesen. Dann können Sie fragen, warum haben Sie Kant gelesen? Und für mich war es eine Frage, irgendwie, entweder kann ich Philosophie studieren oder ich gehe ins Wasser sozusagen. Aber nicht etwa, weil ich das Leben nicht liebte, sondern ich sagte vorhin, dieses Verstehen müssen. Ja, das Bedürfnis zu verstehen. Das war sehr früh schon da. Und das legte sich dann auch sehr früh schon. Sehen Sie, die Bücher gab es alle zu Hause. Die zog man aus der Bibliothek. Haben Sie außer Kant Lektüreerlebnisse, an die Sie sich besonders erinnern? Erstens Jaspers Psychologie der Weltanschauung, erschien, glaube ich, 1920. Da war ich 14, 13, 14, 20, 21 Jahre. Daraufhin las ich Kierkegaard. Und das hat sich dann gekoppelt. Les pieds hésitants dans un éclat pathétique, moi-même, moi aussi je danse, libérée de la pesanteur, dans le noir, dans le vide. Les havres tourmentés d'époques révolues, de vastes étendues parcourues, des solitudes perdues, se mettent aussi à danser, à danser. Moi-même, moi aussi je danse, à l'aune de l'ironie. Je n'ai rien oublié. Je connais la vacuité, je connais la pesanteur. Je danse éperdument dans un éclat ironique. Elle commence ses études supérieures en 1924-25 à Marbourg, où elle s'inscrit en philosophie, théologie et géographie. Da war kaum mehr als ein Name, aber der Name reiste durch ganz Deutschland wie das Gerücht vom heimlichen König. Das Gerücht sagte es ganz einfach. Das Denken ist wieder lebendig geworden. Die totgeglaubten Bildungsschätze der Vergangenheit werden zum Sprechen gebracht, wobei sich herausstellt, dass sie ganz andere Dinge vorbringen, als man misstrauisch vermutet hat. Es gibt einen Lehrer. Man kann vielleicht das Denken lernen. Martin Heidegger. Pendant le semestre d'hiver 1924-25, il donne un cours sur Platon. L'étudiante de Königsberg se présente à son bureau après un cours. Entre eux commence une relation amoureuse. Dans ses premières lettres qu'elle gardera toute sa vie, le professeur lui écrit « Chère mademoiselle Arendt, il faut que je vienne ce soir encore auprès de vous, en m'adressant à votre cœur. Tout doit être simple, limpide et pur entre nous. Alors seulement nous serons dignes d'avoir eu l'heure de nous rencontrer. Que vous ayez été mon élève et moi votre maître, cela n'est jamais que l'occasion propice à ce qui nous est arrivé. Chère Anna, le démoniaque m'a atteint de plein fouet. L'apaisante prière de tes chères mains jointes et ton front resplendissant en sont les âmes tutélaires, dans la transfiguration qu'en accomplit ta féminité. Jamais rien de tel ne m'est arrivé. Sur le chemin du retour, pendant l'averse orageuse, tu m'es apparue plus belle encore. Et c'est durant des nuits entières que j'aurais voulu accorder nos pas. Accepte le petit livre si joint comme signe de ma gratitude, qu'il soit aussi un symbole de ce semestre. Les lettres d'amour écrites par Anna ont disparu. Seuls subsistent quelques poèmes de cette époque. Extrait de l'un d'eux. Viens avec moi, ne me repousse pas. Laisse là ton effroi. Et si tu ne peux t'abandonner, viens prendre et donner. Hans Sahner, qui fut le dernier assistant de Karl Jaspers et connaissait aussi Arendt et Heidegger, dit de cette liaison: de mon point de vue, la question serait la suivante. Où est le scandale? Dans la relation amoureuse hâtive, celle-ci, je peux la comprendre.
Heidegger les ensorcelait tous. Ils se faisaient tous prendre à cause de ses qualités de philosophe, mais aussi de tout son savoir. Donc ce n'est pas cela. Il n'y a quasiment rien d'étonnant à ce qu'ils aient été amoureux et qu'ils l'aient adoré. Heidegger ne quitte pas sa famille. Hannah Arendt décide de partir de Marbourg. Heidegger essaye de rendre les adieux supportables pour lui et pour elle. Ma chère Anna, la soirée dont je m'étais réjoui d'avance depuis des semaines est tes lettres. Je peux comprendre, mais le fardeau n'en sera pas moins lourd à porter pour autant. Quant à ta résolution, j'y dis non si je pense à moi-même, et j'y dis oui si je songe à moi dans l'isolement du travail. Tout à fait indépendamment de toi et de moi, il est clair que tu ne vas pas t'établir ici en tes jeunes années, celles qui sont les plus propices à l'étude. Il n'y a rien de bon à augurer de jeunes gens qui n'ont pas la force de larguer les amarres. Peut-être ta résolution aura-t-elle valeur d'exemple et m'aidera-t-elle à assainir l'atmosphère. S'il y a du bon à en attendre, c'est à la mesure du sacrifice qu'elle exige de nous deux. Ton Martin. Elle continue ses études à Heidelberg et suit les cours du philosophe Karl Jaspers. Toute sa vie, elle restera liée d'amitié à ce maître, avec qui elle passe son doctorat en 1928. Wo Jaspers hinkommt und spricht, da wird es hell. Hat eine Rückhaltlosigkeit, ein Vertrauen, eine Unbedingtheit des Sprechens, das ich bei keinem anderen Menschen kenne. Dieses hat mich schon beeindruckt, als ich ganz jung war. Er hat außerdem einen Begriff von Freiheit gekoppelt mit Vernunft, der mir, als ich nach Heidelberg kam, ganz fremd war. Ich wusste davon nichts, obwohl ich Kant gelesen hatte. Ich habe diese Vernunft sozusagen in Praxis gesehen. Ich habe mich davon erziehen lassen. Also weil es irgendeinem Menschen gelungen ist, mich zur Vernunft zu bringen. Zu erziehen? Ja, in dem Sinne von zur Vernunft zu bringen. Ja. Dann ist es Karl Jaspers. Man hat gelegentlich gesagt, vielleicht hätte so etwas wie ein Vater. On a dit parfois qu'il avait peut-être été, dans les premiers temps, un ersatz de père, qu'il aurait joué ce rôle. Plus tard, je pense qu'ils étaient tout à fait à égalité. Il n'était plus le professeur, il était surtout l'interlocuteur. Et en outre, un interlocuteur dont les opinions et les convictions étaient sensiblement différentes des siennes et qui aimait l'affrontement dans le dialogue. Malgré Jaspers et ses nouveaux amis de Heidelberg, Anna ne rompt pas les liens avec Heidegger. En témoigne ce brouillon de lettres daté de 1928, retrouvé dans ses papiers posthumes. Ce que je veux te dire maintenant n'est rien d'autre qu'un tableau, au fond très prosaïque, de la situation. Je t'aime comme au premier jour, tu le sais bien, et je l'ai toujours su. La voie que tu m'as indiquée est plus longue et plus difficile que je ne le pensais. Il y faut toute une vie. Plus de 20 ans après, Hannah Arendt expliquera dans une lettre à Elfriede, la femme de Heidegger, quel était alors son état d'esprit. Chère Madame Heidegger, j'étais fermement résolue, voyez-vous, lorsque j'ai quitté Marbourg, à ne plus jamais aimer un homme de ma vie, ce qui ne m'a d'ailleurs pas empêché de me marier par la suite avec le premier venu sans l'aimer. Parce que je m'imaginais parfaitement sûre de moi, je croyais pouvoir tout régenter à ma façon, précisément parce que je n'attendais rien pour moi. Votre Hannah Arendt. En 1929, Hannah Arendt se marie à Berlin avec le philosophe Günther Stern-Anders, qu'elle a connu pendant ses études. Elle a souvent dit qu'il s'était beaucoup occupé d'elle, qu'il avait été très gentil. Il s'est adapté à elle et à ses besoins. Cela a dû lui sembler une sorte de refuge, un havre de paix après cette liaison tumultueuse avec Heidegger.
Elle cherchait, je pense, la sécurité d'une vie de famille et croyait pouvoir la trouver auprès de lui. Gibt es in Ihrer Erinnerung ein exaktes Vorkommnis, von dem an Sie Ihre Hinwendung zum Politischen datieren könnten? Ja, wissen Sie, in gewissem Sinne kann ich sagen, am 27. Februar 1933 Reichstagsbrand und die darauf in derselben Nacht erfolgenden illegalen Verhaftungen, die sogenannten Schutzhaft. Danach, Sie wissen, die Leute kamen in Gestapo-Keller oder in Konzentrationslager. Was dann losging, war ungeheuerlich und ist heute von den späteren Dingen oft überblendet worden. Dies war für mich ein unmittelbarer Schock. Und von dem Moment an habe ich mich verantwortlich gefühlt. Das heißt, ich war nicht mehr der Meinung, dass man jetzt einfach zusehen kann. Hannah Arendt, alors à Berlin, accepte une mission que lui confie l'organisation sioniste pour l'Allemagne. Elle commence à travailler dans la résistance. Sie sind im Zusammenhang mit dieser Arbeit verhaftet. Ja, da bin ich hochgegangen, habe sehr großes Glück gehabt. Bin nach 8 Tagen, glaube ich, rausgekommen. Ich kam raus, musste aber illegal, weil die Sache natürlich weiterging. Hannah Arendt trouve refuge à Paris comme nombre d'intellectuels et d'opposants politiques allemands. Elle s'engage désormais au service de la politique sioniste, gagne de quoi vivre en travaillant pour des organisations juives et fonde la section française de l'Aliyah des jeunes. En 1936, elle rencontre Heinrich Blücher dans une conférence. Hannah est bientôt amoureuse de Heinrich. Toute leur vie, même séparés pour quelques jours seulement, ils s'écriront des lettres passionnées. Mon cher bien-aimé, mon seul, mon préféré. Je suis très fière et heureuse d'avoir été cette nuit auprès de toi dans ton rêve. Tu vois, j'ai toujours su, même gamine, que je ne pouvais exister vraiment que dans l'amour. Et c'est justement pour cela que j'avais une telle peur de me perdre et que j'ai pris mon indépendance. Et quand je t'ai rencontré, enfin je n'ai plus eu peur. Cela me semble encore incroyable d'avoir pu avoir les deux. Le grand amour et l'identité de la personne. Et l'une que depuis que j'ai l'autre aussi. Mais je sais aussi, enfin, ce qu'est le bonheur. Ma merveilleuse, ma belle, mon adorable, ma joie, ma fierté, mon jardin de toutes les voluptés. Aujourd'hui, je me suis promené 1 heure au Luxembourg et toi seul occupais mes réflexions et mes pensées. Tous les chemins du parc menaient à toi. Toutes les merveilles de la nature que j'observais avec amour se groupaient aimablement pour te mettre en leur centre. Hannah, c'est difficile de garder les pieds sur terre quand on est aussi amoureux. Et puis voilà qu'arrive une lettre de toi, qui me rend tout simplement fou de joie. Je t'ai montré ce qu'est le bonheur. Je te rends aussi heureuse que tu me rends heureux. Car tu es mon bonheur. Et donc, je t'ai révélé à toi-même. Tu es devenue celle que tu es. Moi aussi. Ton Heinrich. En quittant l'Allemagne, Hannah Arendt a emporté un manuscrit non achevé qu'elle donne à lire à Heinrich Blücher et à leur ami commun Walter Benjamin. Tous deux l'encouragent à terminer la rédaction du livre. Il s'agit d'une biographie de Rahel Varnhagen, une figure du XIXe siècle connue par sa correspondance et ses journaux intimes. Hannah Arendt l'appelle sa meilleure amie. Avec empathie, elle dépeint la vie de cette femme juive pleine d'esprit, née dans une famille ruinée. Pour elle, l'exemple de Rahel permet d'étudier les problèmes de l'assimilation des Juifs. Avec cette conclusion, on ne sort pas de la judéité.
14 juin 1940.